Donc je voulais vous faire juste un retour d'expérience pour prolonger un petit peu cette problématique de mesure sur l'utilisation des microcontrôleurs et parler de colorimétrie puisque c'est le thème du jour et donc travailler uniquement avec une diode électroluminescente, une photodiode et un microcontrôleur pour revenir sur les concepts de la colorimétrie. Je passe pas ici. Alors, je ne suis pas là pour faire l'apologie des microcontrôleurs. Ce que je voudrais faire, c'est juste vous montrer comment ça peut être un outil pour enseigner. Et je m'appuierai sur ce schéma qui est récupéré sur ici Wikipédia, la forme classique d'un spectrophotomètre avec une source polychromatique, un monochromateur, une cuve, une mesure. Et dans tous les enseignements que je fais, quand j'interviens aussi bien en licence que sur des masters MEF ou des masters qui font de l'analyse, je rencontre régulièrement deux problèmes sur le lien entre le spectre et la couleur perçue lors d'une absorption lumineuse, et puis le lien entre la définition de l'absorbance et la réalisation, la détermination expérimentale de cette absorbance. Je vais expliciter ces deux points-là. Donc, relier spectre et couleur perçue lors d'une absorption, c'est quelque chose qui est souvent présenté à travers des schémas de ce type, en disant que si une solution est par exemple bleue, elle va absorber dans les longueurs d'onde aux alentours de 600 nanomètres dans le domaine du jaune. Alors ça c'est bien, mais moi j'ai toujours eu du mal à construire ce dessin. Et ce que je vous propose, c'est de prendre un microcontrôleur et simplement construire quelque chose de très très simple, ce qu'on va appeler une petite barrette de diodes, c'est-à-dire juste un assemblage de quelques diodes, rouges, jaunes, vertes et bleues, positionnées dans l'ordre des radiations électromagnétiques qui sont émises dans le domaine des longueurs d'onde, donc aux alentours de 630 pour le rouge, 590 pour le jaune, etc. Et avec ce simple petit objet, d'essayer de réfléchir sur qu'est-ce qui va être absorbé lorsque je vais présenter entre cette barrette de diode et mes yeux une solution colorée, et je vais pouvoir m'amuser avec un tas de solutions colorées différentes. Donc ma barrette de diode, si vous présentez une solution colorée bleue devant, vous allez vous apercevoir que les diodes rouges disparaissent, la diode jaune disparaît. Et je ne cherche pas à faire quelque chose de très compliqué, je cherche juste à montrer que sur certaines longueurs d'onde bien caractéristiques, on va avoir une absorption lumineuse de notre solution. À partir de ça, il me faut relier finalement le spectre d'émission avec le spectre d'absorption de mon colorant, de ma solution colorée. Et vous avez ici le spectre d'une solution bleue, en bas à droite, qui absorbe dans le domaine des radiations électromagnétiques entre 520 et 680, ce qui me conduit à la disparition finalement de ma perception de la LED rouge, mais aussi de la LED jaune. C'est-à-dire un composé, il n'absorbe pas qu'à une seule longueur d'onde, il absorbe à plusieurs longueurs d'onde. Et ça, on va pouvoir le décliner avec n'importe quoi. Donc, je n'ai pas le temps de vous montrer tout, on pourra regarder un petit peu. Mais vous prenez des solutions jaunes, vous prenez des solutions oranges, vous prenez du permanganate de potassium, vous prenez tout ce que vous voulez, on peut jouer pour regarder quelle est la diode qui disparaît de ma perception. Mais si je veux aller plus loin en tant que chimiste pour quantifier les espèces, il va me falloir mesurer l'intensité lumineuse absorbée par ma molécule. Et pour construire un colorimètre, il suffit d'un petit montage que vous avez là, c'est-à-dire, vas-y, je bouge plus, ouais, j'ai tendance à bouger, c'est terrible. Un petit microcontrôleur, une diode électroluminescente rouge si j'ai une solution bleue, et de l'autre côté une photodiode avec une résistance. Alors le montage électrique il est très basique, très vite réalisé. Il n'y a pas de codage à faire là-dessus parce que si je fais une mesure de la tension entre la résistance et la photodiode que j'ai installée sur mon petit montage que l'on voit en bas à droite, en fait le signal que je mesure est proportionnel à l'intensité lumineuse, directement proportionnel à l'intensité lumineuse. Donc je n'ai pas à me casser la tête à faire des conversions de quoi que ce soit, j'ai une information sur l'intensité lumineuse. Alors j'aime bien ce schéma, mais je ne l'aime pas du tout en fait.
Et pourtant, c'est celui que vous voyez tout le temps. Alors pourquoi je ne l'aime pas? Je vais le simplifier un petit peu pour revenir sur ma diode électroluminescente. I0, la cuve qui absorbe du coup le colorant à l'intérieur, qui va absorber une partie de la lumière, et la mesure de l'intensité lumineuse. C'est ce que vous faites et c'est comme ça que fonctionne un spectrophotomètre de toute façon. La question que je me pose et que je voudrais vous poser, c'est regardez ce schéma et dites-moi comment vous faites pour faire le blanc, c'est-à-dire pour mesurer I0. Regardez le schéma. Je ne vous demande pas ce que vous savez, je vous demande de regarder le schéma. Est-ce que vous enlevez la cuve? Est-ce que vous prenez une cuve vide? Est-ce que vous prenez une cuve remplie de solvant et une cuve remplie d'échantillons? Je n'ai pas lancé le sondage, je me suis dit dans 10 minutes ça va être un peu court. Je vous laisse le garder dans le coin de votre mémoire. Maintenant, je voudrais vous montrer un deuxième schéma. C'est-à-dire que je prends ceci, et entre la diode électroluminescente et la photodiode, je mets une plaque. Comment vous faites pour mesurer I0? Vous enlevez la plaque? Vous mettez la plaque? Une plaque transparente ou une plaque opaque? Je suis prêt à parier que vous enlevez la plaque. Revenons sur ce schéma. Comment vous faites pour mesurer I0? Ben, vous enlevez la cuve. Eh ouais, vous enlevez la cuve. C'est ce que vous montrez à travers le schéma du spectrophotomètre à tous les élèves. C'est-à-dire que vous leur montrez ça, si je veux mesurer I0, je dois enlever la cuve. Et pourtant, vous ne faites pas ça. Ça veut dire qu'il y a un problème entre le modèle et le monde réel dans lequel on est. On ne fonctionne pas comme ça. Ce schéma, il est correct, celui qu'on voit ici, il est correct si la cuve n'existe pas. C'est-à-dire s'il n'y a que les espèces qui absorbent. À partir du moment où il y a la cuve, ça ne fonctionne plus du tout comme ça. Et pour fonctionner, ben vous allez mettre une cuve remplie de votre solvant, mesurer I0, et dans un deuxième temps, vous allez mettre la cuve avec votre composé coloré et mesurer I. Ok, ça semble une évidence une fois qu'on le sait. Mais par contre, le schéma que vous montrez aux élèves, c'est toujours le schéma de départ. Ah, quand même un problème. Et en fait, quand vous faites ça avec un microcontrôleur, vous obligez l'apprenant à passer par la double mesure I0 et I, et pas simplement à appuyer sur le bouton blanc, ou 0, ou je ne sais pas quoi, il ne sait pas ce que c'est en fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. L'avantage quand on passe par le microcontrôleur, ben, c'est qu'on va arriver tout le processus qui permettra d'atteindre la valeur de l'absorbance. Alors, très simple, hein, mon petit montage, je mets un pot de yaourt au milieu, et avec une pipette, je vais rajouter des gouttes de colorant dans une solution qui est remplie de menthe. Enfin, dans une solution, pardon. Je vais rajouter de la menthe dans mon flacon qui est rempli d'eau. Et donc, du coup, je vais augmenter la concentration des colorants qui sont à l'intérieur de la menthe. Ben, si vous faites ça, vous allez avoir un signal. Donc, la valeur que vous mesurez effectivement sur la broche à 0 pour ceux qui ont fait les microcontrôleurs et qui ont une idée de comment on arrive à cette chose-là, ça prend 4 lignes de code, pas plus. Vous allez mesurer un signal qui, en fonction du nombre de gouttes que vous allez rajouter, décroît de façon exponentielle. Ouais, en fait, ce que vous allez faire ultérieurement, c'est le passage de l'absorbance à moins log de I sur I0 pour avoir la valeur de l'absorbance. Et c'est celle-là que vous manipulez à la fin. Et où il est I0 ? Ben, il est là. C'est le premier point. C'est au moment où, en l'absence de sirop de menthe, j'ai l'intensité de lumière qui arrive traversant mon pot de yaourt, qui ressemble à rien, hein, qui n'est pas une cuve bien avec des faces parallèles, mais ça marche très bien. Vous avez votre intensité lumineuse qui arrive en l'absence de colorant, et puis quand vous rajoutez des gouttes, eh ben vous avez votre courbe qui apparaît, absorbance en fonction du nombre de gouttes, qui est linéaire. On pourra discuter du pourquoi c'est plus linéaire après une certaine valeur. Voilà. Mon objectif, c'était juste de vous montrer qu'avec du matériel à très bas coût,
on peut proposer des situations pédagogiques qui réinterpellent sur à la fois les longueurs d'onde absorbées, le choix des radiations électromagnétiques que je dois faire pour aller vers la mesure d'une absorbance. Et je ne suis pas obligé de prendre la radiation rouge, comme on l'a vu tout à l'heure avec le colorant bleu, mais je pourrais prendre la jaune, ça marche aussi. Je ne suis pas obligé de me placer à lambda max. Et donc, on a des choses très simples, des manips qui sont faciles à réaliser, très peu coûteuses. Un système comme ça coûte moins de 20 €, c'est réutilisable un nombre de fois infini. Et vous rentrez sur des activités de modélisation aussi que vous pouvez proposer à vos élèves pour transformer les grandeurs mesurées en des grandeurs utiles. L'intensité lumineuse, la transformer en la grandeur absorbance. Je vous remercie. Je remercie aussi Stéphane, Jonathan et Christine avec lesquels on a pas mal discuté pour rationaliser un petit peu toutes ces choses-là. Je vous laisse juste le lien vers le site où on a mis beaucoup de ressources sur l'enseignement de la chimie utilisant Arduino, à la fois pour faire de la spectrophotométrie, de la cinétique, de la calorimétrie. Voilà. Merci. Voilà, merci. Cette conférence et ces obstacles d'apprentissage sur lesquels tu nous as bien éclairé. Moi, je voulais te poser une question par rapport à tout à la fin, quand tu dis on n'est pas obligé de se mettre à lambda max pour faire nos mesures. Donc effectivement, c'est toujours quelque chose qu'on dit, il faut se mettre à lambda max, il faut se mettre à lambda max. Et ma question est, finalement, si on ne se met pas à lambda max, est-ce que tu as fait des corrélations sur les résultats que tu obtiens en termes de loi de Beer-Lambert, concentration, etc. Parce qu'effectivement, on parle toujours de la problématique de la pente qu'on a sur le spectre d'absorption. Voilà, je voulais savoir, toi qui fais de l'analyse, qu'est-ce que tu as trouvé sur le sujet? On peut travailler à n'importe quelle longueur d'onde. Ça n'a aucune espèce d'incidence puisque vous refaites un étalonnage absorbance en fonction de la concentration. Donc je peux tout à fait travailler ailleurs qu'à lambda max. Et même pour des problèmes d'interférence, des fois où on aura deux colorants qui sont présents, on se décale du lambda max pour ne pas être interféré par le deuxième colorant. Il n'y a aucun souci. On perd en sensibilité. Donc si on a un bruit qui est constant en rapport signal sur bruit, notre limite de détection est un petit peu plus haute, c'est-à-dire qu'il va me falloir plus de quantité pour arriver à détecter de façon quantitative quelque chose, ma limite de quantification, je vais dire plutôt. Mais je peux tout à fait le faire. Ma méthode est un peu moins robuste sur un spectrophotomètre, parce que quand je dis un spectrophotomètre va à 451 nanomètres, peut-être qu'il va aller à 450 ou à 452, suivant la constitution de l'instrument. Parce que sur certains instruments, ça pose aucun problème, c'est des barrettes de diode, ça ne bouge pas. Donc voilà, ça marche, on peut se placer n'importe où. Je te remercie Jérôme parce que pour moi c'est exactement l'illustration de ce que j'ai essayé de vous expliquer ce matin sur les implicites. C'est-à-dire que dans une formation interdisciplinaire, quand vous présentez à vos collègues qui ne sont pas chimistes que vous devez faire le blanc, ils ne vous lâchent pas tant qu'ils n'ont pas compris ce que ça veut dire que faire le blanc. Et donc on est obligé d'aller re-questionner exactement ce que tu viens de nous montrer. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire le blanc? Mais en fait, qu'est-ce que mesure l'appareillage? Et pour moi, quand je lis une absorbance, qu'est-ce que je lis exactement? Donc c'est exactement ce que j'ai essayé de vous montrer ce matin et donc je te remercie infiniment d'avoir illustré de cette manière ce propos. Jérôme, on a une question technique. Est-ce qu'il faut protéger le détecteur de la lumière ambiante? Ouais. Alors, ça c'est une vraie question. C'est est-ce que je suis capable de faire ma mesure avec la lumière ambiante? La réponse est oui. Parce que vos diodes électroluminescentes, elles ont une capacité à s'allumer et à s'éteindre très rapidement. Donc ce que vous pouvez faire, mais il faudrait que je remontre mon schéma ici. Si j'éteins la diode, je mesure l'intensité lumineuse que je reçois. C'est une intensité lumineuse diode éteinte. Je rallume la diode. 5 millisecondes après, je mesure l'intensité que je reçois.
Je fais la différence entre ce que j'ai reçu, diode allumée, diode éteinte, et j'ai mon signal qui provient de la diode. Donc en fait, on fait diode allumée, diode éteinte, et quand le spectromètre fonctionne, il clignote en fait. Mais il clignote tellement vite que vous ne le voyez pas. Donc oui, on s'affranchit totalement de la lumière ambiante. Alors après, il y a quelques problèmes des fois de rapidité, de synchronisation qu'il faut régler. Mais si vous éteignez la lumière dans une salle de classe, après ça marche très bien, même si je suis en lumière ambiante. Et vous pouvez passer devant, faire des ombres, comme vous éteignez, vous rallumez très rapidement. Ça n'a pas le temps de varier dans les 5 millisecondes, en fait, où vous faites les deux mesures et vous faites la différence. Je vais me redonner la parole en tant qu'animateur alors. Je vous remercie beaucoup pour